Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. Après l'adoption législative de la loi organique sur la grève, après et avec les péripéties qu'on sait, la grève générale que le Maroc a connue la semaine dernière et avant une discussion, un débat national sur l'emploi et la politique de l'emploi et plus généralement le travail et le droit du travail, le pays se trouve à une croisée des chemins. Nous sommes aussi à 1 an et demi des futures échéances électorales qui nous conduiront à la formation de ce qu'on appelle déjà le gouvernement du mondial avec son cortège d'appétits partisans et individuels qui s'aiguise. Cela nous donne l'opportunité de parler de ce qui s'est passé jusqu'ici avec le gouvernement Akhnouch et en particulier sur l'emploi et ses tourments, les compétences et la nécessité de les retenir au Maroc, la PME source de richesse nationale et l'inclusion sans laquelle rien ne serait vraiment possible. Le gouvernement comprend un ministère de tout ça et c'est Younes Skouri qui en est en charge en qualité de ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences et il est aujourd'hui, ce soir, notre invité. Bonsoir Monsieur le Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alice. Avant de commencer, juste une petite carte de visite, peut-être que les gens ne savent pas, on parle du gouvernement, des gouvernements technocrates politiques, etc. Mais on ne sait pas que vous êtes un politique depuis très longtemps. Vous avez été député de PAM de 2011 à 2016, vous avez été membre fondateur du Parlement de l'enfant aussi en 1999 et porte-parole du Congrès mondial des jeunes. Vous allez voir pourquoi je présente ça comme ça, parce qu'on va en parler. Alors, vous êtes chargé donc de l'emploi, du chômage, de la PME, des compétences. Les problèmes sont partout. Les chiffres ne sont pas toujours bons, les faillites, etc. Comment vous vous sentez après 3 ans de gouvernement, 3 ans et quelques, 3 ans et demi presque? Oui, pratiquement. D'abord, l'expérience gouvernementale est une expérience qui honore, mais en même temps, c'est une expérience qui responsabilise. C'est une expérience qui amène l'individu à travailler sans compter les heures, à faire part de beaucoup de patience, parce qu'il faut concilier des avis qui sont des fois antinomiques, des positions qui sont historiquement ancrées parfois dans l'idéologie, parfois il y a des poids de la représentation des uns et des autres, surtout pour une société comme la nôtre qui est vraiment en pleine mutation. Et nous devons de faire des choix sur le plan économique, sur le plan social. Maintenant, ce gouvernement a fait beaucoup de choses sur le plan social. C'est un gouvernement qui a fait le dialogue social, c'est un gouvernement qui a fait des hausses de salaire, c'est un gouvernement qui a fait la hausse du SMIC, qui a fait la hausse du SMAG, c'est un gouvernement qui a fait des programmes de l'emploi post-Covid. N'oublions pas qu'en 2022, le ciel n'était pas complètement ouvert à l'époque au Maroc. C'est un gouvernement qui a aussi dû faire face à des crises que nous connaissons tous, d'une inflation importée. C'est un gouvernement aussi qui a dû batailler pour qu'un grand projet voulu par Sa Majesté, qui n'a pas pu sortir auparavant, est sorti, qui est celui de la généralisation de la protection sociale, avec plus de 22 millions de personnes qui en bénéficient. C'est un gouvernement qui exécute aussi. Ce n'est pas toujours prouvé, ça, les 22 millions, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont donnés. Alors, vous êtes dans votre rôle en tant que ministre à défendre le bilan du gouvernement, mais quand vous parlez du SMIC-SMAG, de combien il a été augmenté? Alors, le SMIC... Vous parlez du dialogue social, il est plutôt au point mort, on en parlera tout à l'heure. Oui, on parlera de beaucoup de choses, mais vous allez reconnaître des choses concrètes. Et ce n'est pas moi qui vous les raconte aujourd'hui. Le SMIC a augmenté, le SMAG a augmenté. Les problèmes de l'application du SMIC datent de décennies. Une bonne partie de ces problèmes est en cours de résolution. Il en reste encore, je l'avoue, je l'admets. Ça fait partie de la réalité, notamment dans le secteur informel. Et d'ailleurs, en discutant hier avec le haut-commissaire au plan, une enquête est lancée. Nous aurons des résultats sur le secteur informel vers la fin mars. Et c'est une étude très demandée. Nous en avons besoin parce que la dernière étude date pratiquement d'une dizaine d'années. Et donc, beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup de choses restent à faire. Mais ce qui est important, c'est d'être engagé sur la voie de l'amélioration, de répondre aux sollicitations, aux doléances et aux aspirations de nos concitoyens. C'est le devoir de tout gouvernement. Après, charge aux citoyens d'apporter leur verdict par rapport aux partis qui forment le gouvernement et par rapport aussi au gouvernement en tant que tel. Et c'est le jeu démocratique. Alors, parmi les choses qui ont été faites,
ça c'est incontestable, c'est la loi organique sur la grève. Depuis 60 ans, on l'attend, ça a été inscrit et prévu par la Constitution, ça devait être fait il y a longtemps, vous l'avez quand même fait. Younous Kouri l'a fait seulement. Bon, elle a été votée par le quart des députés, mais enfin ça c'est une autre histoire. Ça a abouti à une grève générale de 2 jours, avec des chiffres bien entendu qui sont très disparates selon que ce soit vous ou les syndicats. Est-ce que d'après vous, cette loi, vu ce que ça a donné comme mouvements sociaux par la suite, est un succès ou un échec? Écoutez, ça dépend comment vous voyez la chose. Si vous voulez parler de ceux qui pratiquent la grève, c'est indéniablement un succès, pour une raison très simple. Cette loi apporte des droits qui étaient jusque-là, je vais le dire clairement, même en étant responsable gouvernemental, qui étaient bafoués. Avant l'adoption de la loi, on attendra naturellement le jugement de la Cour constitutionnelle par rapport à ces dispositions. Avant l'adoption de la loi, un employeur qui ne respecte pas la loi et le sens de la loi pouvait vous exclure du travail. Il pouvait vous muter si vous êtes gréviste. Il pouvait faire un certain nombre c'est-à-dire engager un certain nombre d'actes à l'encontre des grévistes, des actes de discrimination. Il pouvait remplacer les grévistes par de la sous-traitance, par de l'externalisation. Il pouvait acheter un service en dehors de son usine et donc casser la grève. Il pouvait aussi, et c'est plus grave, transporter le matériel de production qu'il a, s'il a plusieurs usines, d'une usine à une autre. Donc il y avait un rapport de force en faveur de l'employeur. Aujourd'hui, l'article 9, par exemple, de cette loi sur la grève, il interdit formellement à l'employeur tous ses agissements. Il lui interdit de mettre à la porte les gens, il lui interdit d'engager des actes de vengeance par la cause de la grève, il lui interdit de remplacer les grévistes par d'autres employés ou d'autres personnes, ou d'externaliser ou de transporter le matériel de l'entreprise. Mais ces droits n'existaient pas. Et un autre article, si ma mémoire est bonne, 24 et 25, 2 articles, ils apportent, et 26 peut-être aussi, ils apportent 3 articles, ils apportent des sanctions très sévères vis-à-vis des employeurs, des sanctions financières importantes. Au départ, il y avait des sanctions tout aussi lourdes pour les travailleurs, mais... Non, mais on les a revues à la baisse, voilà, de façon... Jusqu'à 50 000 dirhams, maintenant oui, c'est entre 1200 et 8 000. Moins de 8 000 et c'est 1 200. Et en fait, il faut se dire que les sanctions ne s'appliquent que lorsque la loi, c'est un gréviste normal qui fait sa grève, le temps que la grève devra, je dirais, durer, n'a aucun problème. Plus que ça, dans l'article 1 de cette loi, excusez-moi d'utiliser, dans l'article 1 de la loi, nous avons apporté une disposition fondamentale que les syndicats nous ont proposée. Mais ils les ont proposée ailleurs. Dans le préambule, nous n'avons pas pu, pour des raisons juridiques pures et constitutionnelles, mettre un préambule dans la loi. Bon, l'article 1, il dit, dans le cas où il y a un conflit d'interprétation des intérêts des uns et des autres, dont la législation en vigueur, toute la législation en vigueur, la priorité est donnée aux travailleurs et aux organisations syndicales. Principe juridique de fond, on retrouve ça aussi dans le code pénal. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur le ministre, aux syndicats qui vous reprochent 2 choses essentiellement pour le passage de cette loi, pour l'adoption de cette loi? 1, pas de concertation, vous avez fait ça tout seul. 2, vous vous êtes appuyé sur la grosse majorité que vous avez au Parlement pour le passer. Dans l'une ou de l'autre des gens. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce sont 2 allégations qui n'ont aucun fondement, franchement, soyons sérieux. Nous avons passé 22 mois à négocier la loi sur la grève. Très bien. Et j'ai une preuve indéniable. C'est que le 30 avril 2024, ça ne fait pas très longtemps, nous avons signé un accord social, après l'accord de 2022. Donc, suivez avec moi, avril 2024, le 30 avril, qu'est-ce qu'il disait cet accord du 30 avril 2024? Il disait qu'avant la fin de juillet, c'est-à-dire avant la fin de la session printanière du Parlement, on devait essayer, c'est ce qui est écrit, essayer d'arriver à un consensus, aller vers un consensus, dans un délai de 3 mois. Est-ce que vous imaginez que les syndicats aient pu signer un accord sans avoir un minimum de confiance dans le processus? Donc, ce qui s'est passé, c'est que
quand on a démarré, quand l'heure de vérité est arrivée, c'est toujours pas facile d'assumer. Et pourtant, en juillet, quand j'ai introduit la loi à la première chambre, il n'y a pas eu de grève générale, il n'y a pas eu de grève tout court, il n'y a eu aucun communiqué. Sur cette grève générale, excusez-moi encore une fois de vous couper, mais sur cette grève générale, vous avez annoncé des chiffres de 1,5 à peu près, 1,4, 1,6 pour le privé. Pour le privé. Et on va dire une moyenne de 32-35% pour le public. Ça ne vous empêche pas de dormir d'avoir 32% de grévistes, enfin de gens de la masse salariale, enfin des salariés qui ne sont pas... Écoutez, au contraire, ça ne reflète pas vraiment la majorité que vous avez. C'est un sujet important. Il est clivant. C'est un sujet où il faut concilier, comme je vous ai dit, des intérêts antinomiques. La loi sur la grève, dans la Constitution, dans le discours de Sa Majesté de 2015, doit être basée sur un équilibre entre trois composantes de la société, entre trois dynamiques. Celui des travailleurs, des travailleuses et des organisations syndicales, qui viennent en premier, comme je vous l'ai montré dans l'article 1 et dans les dispositions de la loi. Celui des employeurs, parce qu'ils ont aussi des droits. Il faut accepter que les employeurs aient des droits. Il faut accepter que les non-grévistes aient des droits. C'est aussi simple que cela. Si je suis non-gréviste, personne ne doit m'empêcher d'aller travailler. C'est un droit que j'ai. C'est ce qu'on appelle le droit, la liberté du travail. Et il faut accepter un troisième droit important qui est celui de la société. C'est-à-dire, la société doit pouvoir continuer à fonctionner par rapport à des aspects vitaux que nous avons définis dans l'article 3 comme étant les aspects qui touchent à la vie des citoyens, à la santé des citoyens et à la sécurité des citoyens. Donc, une fois que nous sommes d'accord sur ce triptyque, il va falloir déployer. Alors, quand on déploie sur le côté syndical et grévistes, naturellement les syndicats sont d'accord. Dès qu'on arrive sur le côté employeur, il y a une méfiance. Mais c'est quelque chose que l'on comprend. C'est toute la difficulté d'être ministre. Vous savez, non, mais j'ai envie de dire une chose, parce que je tire chapeau quand même aux syndicats. Je vais vous dire une chose. Même si quelques syndicats n'ont pas voté pour, même s'il y a eu une grève générale, je vais vous dire une chose. Il y a des syndicats qui ont fait grève mercredi ou jeudi ou les deux. Et ils se sont mis d'accord avec les employeurs pour travailler samedi, pour rattraper les heures perdues, entre guillemets, dans la grève. Pourquoi ? Parce que ce sont des syndicats qui ont le sens de la patrie et de la responsabilité. Donc franchement, malgré tout, quelles que soient les positions des uns et des autres, qui sont d'abord alimentées par d'autres choses que la loi sur la grève elle-même, je pense que nous sommes en présence d'un moment historique dans notre pays qui connaît un débat qui n'est pas facile, mais nous avons une issue, et cette loi, je le répète encore une fois, est une loi très équilibrée et est une loi qui met d'abord les grévistes au cœur de ses préoccupations. Je donne un dernier exemple. Sans l'effort que ce gouvernement a fait, en écoutant les syndicats, en écoutant le Conseil économique, social et environnemental, en écoutant le Conseil national des droits de l'homme, sans ce dialogue social qui a duré 22 mois, où j'ai dû faire 80 réunions. Ce ne sont pas des réunions d'une demi-heure, ce sont des réunions de journée, avec les départements ministériels, avec le gouvernement, parce que il fallait convaincre aussi, avec l'opposition, avec les syndicats, avec le patronat. On n'aurait pas eu l'article 4. Qu'est-ce qu'il dit l'article 4 ? Il élargit le droit de grève à l'ensemble de nos concitoyens. La loi ou le projet de loi qui était déposé en 2016, pas uniquement les salariés en entreprise, c'était juste les salariés et les fonctionnaires. Alors, quid des travailleuses et des travailleurs dans les foyers ? Que dire des commerçants, des avocats, des médecins dans le privé, des pharmaciens, des artisans ? Tout ce monde-là, qui est le Maroc, était exclu de facto du droit à la grève. Qui est-ce qui a mis ça dans la loi ? Et le gouvernement a accepté des amendements de fond. Non, ce sont des amendements de fond des syndicats, même s'ils n'ont pas voté pour la loi, mais grâce aux syndicats, nous avons une loi très, très équilibrée. Vous avez parlé du personnel, dans les personnels de maison, c'est la fameuse loi 1912 de mémoire. Je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez pensé à la reprendre ? Vous m'avez fait penser, c'était pas... Oui, c'est un sujet de fond. C'est un sujet de fond. C'est un sujet de fond.
Oui. Nous avons des différentiels de salaire qui sont importants. Il y a une difficulté pour contrôler. Il y a surtout un manque d'application de cette loi. Oui, il y a une difficulté. Très peu de gens. Vous avez des chiffres des gens qui déclarent leur personnel de maison? Pas beaucoup. Nous sommes sur 4 ou 5 000 sur ce que nous devrions avoir. Oui, parce que c'est une loi qui est difficile à appliquer parce que l'inspecteur du travail ne rentre pas dans la maison. C'est ce que je veux dire des gens. Il rentre dans les entreprises. Et donc, le dispositif que nous venons de renforcer, accompagné par une réforme qui viendra, Inch'Allah, assez bientôt, qui est celle du Code du travail, qui est très attendu par tout le monde. Il est très attendu par les syndicats eux-mêmes, parce que nous avons des catégories comme le personnel de sécurité privée qui travaille 12 heures d'affilée avec des salaires qui ne sont pas à la hauteur à cause d'une faille dans le dispositif que nous avons dans la loi actuelle, qui est le Code du travail. Nous avons aussi des demandes du patronat pour pouvoir libérer le marché du travail. Et nous avons un enjeu important pour le gouvernement avec l'emploi pour pouvoir aider nos emplois à sortir et surtout à stabiliser les emplois. Vous savez, beaucoup de gens recourent à l'intérim parce qu'ils ont peur des CDI, parce qu'ils ont peur des contrats de droit commun. Il faut qu'on arrête. Alors, on va y arriver justement à ce Code du travail parce qu'il est intéressant. Si je pouvais faire une boutade, vous dites que vous avez passé 80 réunions de 2 journées pratiquement. Ça vous a peut-être distrait du reste. On en arrive au chômage et à l'emploi. Bon, on est à 13 et quelques de chômage, 13,3, chômage qui est en hausse d'année en année. Les promesses du gouvernement, c'était de 1 million d'emplois, etc. Vous la connaissez, je ne vais pas vous la refaire. Vous avez un chômage des jeunes qui dépasse les 30 et 35%. Qu'est-ce que vous faites pour ce chômage? Comment vous voyez, quelle est la politique que vous avez pour ce chômage? Et pour cet emploi, et au lieu d'en parler directement, peut-être réfléchir sur cette sociologie des Marocains, le Maroc est un pays qui est de moins en moins jeune, mais qui reste jeune. Nous avons ce fameux phénomène d'élite. Donc finalement, en tant que ministre de l'Inclusion et ministre de l'Emploi, vous avez aussi bien à travailler sur l'emploi que sur la gestion des nids, que sur la compréhension de notre jeunesse. Qu'est-ce que vous comprenez de cette jeunesse? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle veut? Nous avons fait un grand travail sur le sujet qui a duré plus de 6 mois. Parce qu'au début, à la nomination du gouvernement, au lendemain de la nomination du gouvernement par Sa Majesté, nous devions sortir des programmes rapides parce que les gens n'avaient pas du tout de travail à cause de la Covid-19. Donc, nous avons fait Aourache, ça a fait un effet plutôt très positif, avec une limitation que l'on connaissait déjà, qui était que les postes étaient de durée limitée. Vous êtes l'un des très rares à dire que Aourache a été un effet très allez positif. demander dans le territoire et vous allez voir. Allez demander toujours les gens de Aourache? Non, ça, c'est le programme à une durée de vie de 2 ans, parce que c'est un programme exceptionnel. Vous savez, j'ai fait 2 fois le tour du Maroc, des 12 régions. Et la première fois, j'ai fait le premier tour en 54 jours. J'ai vu toutes les autorités, les gouverneurs, les walis, les élus, la société civile, avec les équipes. Il fallait voir la situation fin 2021. Il fallait voir les gens qui avaient perdu tout simplement et tout bonnement leurs emplois. Nous étions encore sous la Covid-19 et les gens voulaient absolument un revenu. Et Aourache a permis à 100 000 personnes la première année d'avoir un revenu sur quelques mois, mais qui était beaucoup plus important que le revenu que ces personnes-là allaient pouvoir avoir dans le secteur informel. Je vous donne un exemple précis. Une femme dans une petite ville, dans une région rurale, qui a étudié jusqu'au début du lycée, elle n'a pas de diplôme, elle n'a pas de qualification particulière. Elle a pu être recrutée par Aourache pour faire un travail de numérisation des archives de sa propre commune. Parce que cette femme ne va pas aller travailler dans les champs. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, dans la région en question, pour plusieurs raisons. Elle a eu un salaire de 3 000 dirhams, fois 4 mois, ce qui a fait quelque chose comme 12 000 dirhams. Si cette même personne allait travailler dans d'autres conditions, elle allait avoir au maximum 800 dirhams par mois. Donc même en travaillant toute l'année, ça n'allait pas être la même chose. Je ne vous dis pas que c'est une solution idéale. Je vous dis que le gouvernement a mobilisé un budget de 5 milliards de dirhams sur 2 ans pour pouvoir... C'était une forme d'aide directe, moyen un travail, quoi. Non, mais il y avait un travail. Pour il y avait répondre une à un besoin formation immédiat et pressant. Et la deuxième année d'Aourache, qu'est-ce que nous avons fait? C'est en lien avec votre question, pour vous parler de la feuille de route de l'emploi que j'ai eu le privilège de présenter devant le gouvernement le jeudi matin lors du conseil de gouvernement. La deuxième année, nous nous sommes dit, d'accord, nous avons fait un travail. 70% des personnes qui ont bénéficié d'Aourache sont des personnes, ce sont des NEET. Première fois qu'il y a un programme qui cible les NEET. Et nous avons commencé à voir les choses. Des gens sans emploi, sans formation. Sans formation.
sans éducation, sans formation et sans emploi. Enfin, éducation dans le sens éducation nationale. Education, au sens anglais. Alors, la deuxième année, on s'est dit, attendez, nous allons cibler maintenant les entreprises, pas les associations, pas les travaux d'intérêt général, pas les travaux temporaires. Mais en plus de tout cela, nous allons cibler des entreprises qui ont besoin de recruter des non-diplômés et voir est-ce que ça pourrait marcher. Nous avons réuni 135 entreprises. Nous avons signé ensemble un objectif et au bout de 3 mois, tenez-vous bien, nous avons employé 35 000 personnes pour une durée minimale d'1 an. Et le taux de rétention dépasse les 60% après l'année, à travers l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences. Comment nous avons fait ça? Nous avons imaginé une prime à l'emploi que nous avons donnée à ces entreprises pour combler le salaire que ces entreprises-là pouvaient donner à des gens non qualifiés. Et nous avons doublé cette prime à l'emploi par une aide pour la formation. Qu'est-ce qui s'est passé? Une entreprise qui est basée à Brachid, et l'emploi des gens. Elle n'a trouvé personne de Casa pour travailler là-bas. Pourquoi? Parce que les salaires qu'elle était prête à donner pour les stagiaires, pas pour les salariés, étaient juste de 2000 dirhams. Or, le SMIC dans le pays est de 3000 dirhams. Mais ces gens-là, qui ne sont pas encore des salariés, sont des stagiaires, dans le statut, n'avaient pas les compétences pour que ça soit rentable pour l'entreprise. Donc, le différentiel qu'on a donné à l'entreprise, par exemple, a permis d'employer 3000 personnes que je suis parti voir personnellement et rencontrer personnellement. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Vous avez une idée de la moyenne des salaires qui sont servis à ces personnes? Oui, ça c'est le SMIC obligatoire. Pourquoi? Parce que le mécanisme que nous avons mis en place, c'est qu'il va falloir que vous, d'abord, recrutiez les gens, mois N, que vous déclariez les gens à la fin du mois N, une fois, et j'ai mis tout l'argent chez la CNSS, qui a fait office de banque aussi. Et une fois cette déclaration arrive à la CNSS, elle rembourse immédiatement l'entreprise au N+1, avant le 10e jour du N+1. Donc ça a fait une gestion de cash management qui était très intéressante pour les entreprises. Tous les DRH que vous allez rencontrer vous le diront. Je les ai réunis dernièrement. Avant cette réunion, avec le chef du gouvernement et les membres du gouvernement, j'ai réuni une centaine de DRH et de DG d'entreprises. Partout dans le pays, c'est un focus group grandeur nature. Tout le monde est demandeur. Et c'est d'ailleurs la grande mesure que nous avons retenue dans la loi de finances 2025 qui a été votée avec un budget qui va au-delà de 14 milliards de dirhams et dans lequel il y a 2 ruptures majeures. La première, c'est que pour la première fois dans l'histoire des gouvernements du pays, nous allouons des aides aux entreprises pour recruter les non-diplômés. Vous savez combien ils représentent les non-diplômés? Dans le stock du chômage que vous avez évoqué, nous avons 1 600 000 globalement. Sur le 1 600 000, nous avons 910 000 NEET. Aucun gouvernement ne traitait ces NEET. Donc ne vous étonnez pas si le taux de chômage reste ce qu'il est. Donc pour la première fois, nous avons enlevé la condition du diplôme et nous avons mis des moyens très importants pour pouvoir cibler cette population en relation avec ces entreprises. Mais ce n'est pas un schéma hypothétique, c'est sur la base d'une expérience grandeur nature que nous avons faite l'année dernière, dans laquelle 35 000 personnes ont été recrutées avec des histoires incroyables. J'ai rencontré une femme qui a fini ses études du primaire il y a 20 ans, SEDS. Elle n'a pas travaillé, elle a 30 ans aujourd'hui, elle a des enfants aujourd'hui, elle n'a pas travaillé depuis 20 ans pratiquement. Elle a travaillé, elle a le SMIC, elle a le transport, elle a la cantine, c'est juste magnifique. J'ai rencontré un jeune qui a tout essayé. Il a essayé le foot, il a essayé le transport, il a tout essayé. Il est même artiste par moment. D'ailleurs, il a bien animé l'usine. Et ce jeune-là, aujourd'hui, il est heureux comme tout. Et en plus, il bénéficie d'un autre programme qui s'appelle l'apprentissage, qui est la 2e rupture. Alors, c'est quoi l'apprentissage? Donc, rapidement, s'il vous plaît, parce que j'ai une autre question. J'imagine. C'est un grand sujet, c'est Aziz. Et là, c'est pour ça que je vous laisse y aller, parce que c'est important, mais j'ai aussi mes réactions. Voilà, marhaba, c'est Aziz. Donc voilà, premier sujet, les non-diplômés, un grand budget, 910 000 pour toucher le stock et ne pas travailler juste sur la marge de ceux qui se rajoutent chaque année. Je vous donnerai les chiffres dans un petit instant. 2, la question de la déperdition scolaire. Vous savez, il y a 300 000 personnes qui ne finissent pas leurs études chaque année, qui nous sortent du dispositif de l'éducation nationale. Bon, il y a un effort pour aller vers l'école de la 2e chance de façon robuste et forte. Mais qu'est-ce qui se passe pour ces gens-là? La meilleure formation, c'est l'apprentissage. Alors l'apprentissage, vous avez 2 types. Je vais parler d'un seul type
par manque de temps peut-être, mais si vous avez le temps, je pourrais parler du deuxième. Non, Vous prenez, prenons une entreprise du textile, où il y a du câblage. Il y a l'usine, il y a un espace dans l'usine où il y a une classe que nous finançons à travers le ministère de la formation professionnelle, qui est celui des compétences, l'inclusion économique, etc. Alors, on finance cette classe, cette usine, ce chef d'entreprise recrute des personnes avec des blouses bleues. Les personnes qui travaillent chez lui à temps plein dans un cadre normal sont des personnes avec des blouses blanches. Les personnes avec les blouses bleues, le gouvernement paye pour ces personnes 4 000 dirhams par an. Là, ça va passer à 5 000 dirhams par an, en tant que contribution pour l'entreprise. Cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les forme théoriquement pendant 20% du temps, et 80% du temps, il le passe dans la chaîne. Il faut aller voir des chaînes de production, du textile, du câblage et d'autres, où vous avez des blouses blanches, ce sont ceux qui travaillent chez l'entreprise, et des blouses bleues par moment qui apprennent, et au bout de 9 mois, de 12 mois maximum, ces personnes-là sont intégrées. Le taux d'insertion dépasse les 90%. Alors nous avons combien de classes comme ça? Nous avons, je veux dire, le sujet, le défi, parce que je vais être sincère avec vous. Le défi, c'est que nous avons aujourd'hui 54 centres de formation intra-entreprise. Nous l'avons dans toutes les grandes entreprises, Stellantis, Renault, et dans l'industrie automobile. Nous les avons également dans l'aéronautique, nous les avons également dans le textile. Mais il faut passer à plus, parce que nous avons 30 000 personnes dans l'apprentissage, et je finis, et nous passons de 30 000 à 100 000 cette année-là. Vous imaginez le défi, et il faut le faire dans le numérique, il faut le faire dans la pêche, il faut le faire dans l'agriculture, je vais y aller quand même, etc. Mais bon, vous parlez de subventions, monsieur le ministre, c'est bien, subventionner 4 000 ou 5 000 dirhams, ça reste de la perfusion. Ce n'est pas un système qui est pérenne. Dans n'importe quel pays au monde, un État qui perfuse n'est pas un système pérenne. Maintenant, vous avez cité 2 exemples. Je vais vous en citer un aussi, parce qu'il se trouve que je suis journaliste et que je parle aussi à des gens. Et parmi les gens qui avaient essayé de migrer d'une manière clandestine, illégale, au péril de leur vie, il y en a un qui m'a dit, voilà l'exemple que vous avez cité, je travaille dans une usine de câblage, plus ou moins du côté de Agadir, je suis zénith, je ne veux pas de votre salaire de SMIC, je veux vivre, je suis quelqu'un qui a fait des études, pour l'instant, j'avais 35 à peu près, il a fait des études, il est arrivé jusqu'au master, et il me dit, mais pourquoi ça ne marche pas? Je suis considéré comme n'ayant pas de formation, comme n'ayant pas de diplôme, comme n'ayant rien, et vous voulez me donner un NIT, vous voulez me donner un SMIC, je suis prêt à quitter ce pays. Qu'est-ce que vous faites pour ces gens? En dehors de ce que vous avez dit, il a tout à fait raison. Est-ce qu'il y a une passerelle entre l'éducation et l'emploi? C'est le grand problème. Non, j'y arrive, effectivement. Mais là, la question, moi je répondais à une autre question tout à l'heure, qui était celle des NIT. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas ce SMIC, et qui doivent travailler dans des conditions, je dirais, de travail décent, à partir du SMIC. Donc déjà, parce que vous disiez il y a un petit moment, je vous rappelle, est-ce que le SMIC était respecté? Je suis en train de vous expliquer comment on fait concrètement pour faire en sorte que les choses soient respectées avec des échelles. Parce qu'on ne parle pas de 1 000 personnes ou de 5 000 personnes, on est en train de parler de 100 000, de 200 000, voire de 300 000 personnes par an. Maintenant, effectivement, là vous abordez un autre sujet, qui est le sujet de ceux qui ont une qualification. Alors la bonne nouvelle, c'est que les chiffres que nous avons de la Caisse nationale de la sécurité sociale font état de 2 bonnes nouvelles, qui sont cachées par le taux de chômage, parce que le taux de chômage est de 13,3%, pas parce que les gens, il n'y a pas de travail dans les entreprises, mais c'est parce qu'il y a de la destruction d'emplois dans les milieux ruraux, essentiellement. Donc nous avons reçu pendant 3 ans, chaque année, 200 000 personnes à cause de la sécheresse. C'est aussi clair que ça. Elle a bon dos, la sécheresse. Comment? Elle a bon dos, la sécheresse. Oui, on lui impute un peu de tout, la sécheresse. Les chiffres sont têtus. Et je vais vous donner tous les chiffres. Franchement, il y a à vous de juger, sincèrement. 200 000 personnes par an. L'année dernière, on en a reçu 135 000 personnes. Et ce sont ces 200 000, quand vous déduisez le nombre d'emplois créés dans les usines, dans les secteurs, vous allez vous retrouver avec 60 000 chômeurs. Et c'est ce qui fait les 0,5% de remontée du taux de chômage. Et ce sont des emplois non rémunérés.
Vous savez, quand on calcule le taux de chômage, il y a les emplois rémunérés et les emplois non rémunérés. Les deux sont calculés de la même façon, même s'ils ne représentent pas la même chose. Et donc, pour la première fois, le 4e trimestre de l'année 2024 a connu un retour au-dessous de la barre des 13% du taux de chômage. Il était à 12,8%. Nous avons fini l'année à 13,3% parce que nous l'avions commencé elle était très chaude au début et le taux de chômage était très élevé au début. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des secteurs non agricoles? Nous avons créé 219 000 emplois dans le non agricole. C'est la première fois. Ça, c'est l'année dernière. Mais nous avons perdu 135 000 emplois dans l'agricole. Ou Majawara, d'accord? Donc ça vous donne plus de 80 000 emplois nets. Quand vous regardez les chiffres de la CNSS, parce qu'il y a l'informel dont on doit parler, c'est ce qui répond à votre question. Le formel se passe très bien. La masse salariale a augmenté de 8% de la CNSS. Ce sont des chiffres vérifiables, ce ne sont pas des enquêtes, c'est des chiffres en valeur absolue. Les noms, les prénoms des gens, les noms, les prénoms des entreprises. Et puis, ça représente combien de personnes? Plus 8%. Non, combien de personnes? Là, la CNSS, ça fera 3 millions de personnes. 3 millions de personnes. Effectivement, vous avez raison. Ça, c'est le formel. Mais je vous dis, il y a une hausse. Il y a 500 000 emplois rémunérés qui ont été créés depuis 2021. 500 000 emplois. Mais il y a eu des destructions. Pas des emplois rémunérés, en majorité, mais des emplois non rémunérés dans le rural, ce qui a fait que le chiffre a été plus important et que nous avons... Vous êtes en train de nous dire que vous faites le million d'emplois qui a été promis par Aziz Akhannouch en début de mandat, le million en extrayant, soustrayant... Non. Ce n'est pas le jeu que je voudrais faire. Je ne parle pas de jeu. Honnêtement, je vous parle honnêtement. Vous savez, on ne peut pas se satisfaire d'une situation où le taux de chômage est à 13,3%. Je suis en train de vous dire le message suivant. Si on veut régler le problème du chômage, il faut rentrer dans le détail. On ne peut pas régler le problème du chômage en restant sur un taux. Il faut rentrer dans les détails du taux. Je suis en train de vous décortiquer les détails du taux pour vous dire que suite à cette analyse, où les secteurs non agricoles, les services, le BTP, le tourisme et l'artisanat et d'autres services ont permis de créer des emplois non agricoles, je vous dis, c'est une piste sur laquelle nous investissons davantage. Alors comment? En aidant pour la première fois l'investissement dans les TPME dans ces secteurs-là, parce que la charte de l'investissement, jusque-là, n'aidait que les investissements qui étaient au-dessus de 50 millions de dirhams, créateurs d'emplois, certes, mais la petite, la moyenne et la très petite entreprise n'avaient pas d'offre de l'État. Et donc là, il y a un décret qui va sortir, Inch'Allah, d'ici début mars au plus tard. Nous y travaillons pour pouvoir donner des aides sous forme de primes aux petites et moyennes entreprises qui veulent faire des extensions, des petits investissements d'1 million, de 2 millions, de 10 millions de dirhams, mais pas forcément de 50 milliards de centimes. Excusez-moi, vous voulez me faire la transition, je ne peux pas rater ça. Pour la PME. Alors la PME, c'est la dernière question parce qu'il nous reste à peu près 11 à 12 minutes et je voudrais aussi aller sur la politique. Vous êtes un homme politique. Alors la PME. La PME, c'est 12 397 faillites en 2022. Vous étiez ministre, 14 245, donc un peu plus en 2023, encore plus en 2024, à peu près un peu plus que 16 000. On prévoit 17 400 en 2025. Une charte d'investissement qui est faite plus tôt. J'ai eu à discuter avec des collègues à vous qui sont en charge de ça, sur la charte d'investissement, c'est plutôt pour la grande entreprise. Alors, ma question, est-ce que le Marocain est-il entrepreneur? J'ai déjà vu ça dans d'autres pays où il y a des formations en esprit d'entreprise qui sont prodiguées au niveau du collège, au niveau du lycée, qui sont dispensées au niveau du collège et du lycée. Est-ce que vous avez pensé à ça? Parce que les PME, c'est pas ça. Il y a énormément de faillites. Même si on dit qu'il y a beaucoup de créations, ça ne veut rien dire parce qu'il y a beaucoup de faillites. Oui, nous récupérons une situation de l'après-Covid. Parce que pendant le Covid, il y a eu les crédits d'Aman Oxygène, etc. Effectivement, les effets de la Covid, c'est ce que nous sommes en train de voir de façon concrète. La situation est dure. J'étais moi-même avant en charge d'une très petite entreprise et j'ai pu vivre personnellement. Et un crédit m'a été refusé à l'époque, juste pour vous dire. Et j'ai dû souffrir à l'époque avec les charges de tous les jours, avec 3-4 personnes qui travaillaient avec moi, avec mon propre salaire qui ne rentrait pas. Vous savez, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. J'en sais quelque chose. Et l'analyse que vous faites est vraie. Nous avons fait une étude sur ce qu'on appelle le profil entrepreneurial des Marocains.
effectivement, il y a un certain nombre de barrières, contrairement à ce que l'on dit. La première barrière est celle du niveau d'éducation. Parce que pour pouvoir aller sur le digital, pour pouvoir exporter, pour pouvoir développer, faire un vrai business model, et pas juste le business plan, choisir un positionnement, un business model, comment vous allez... Il faut un minimum. Or, plus de 90% des personnes n'ont pas de niveau universitaire, ceux qui sont à la tête des entreprises. Je ne suis pas en train de dire que pour faire une entreprise, il faut avoir un niveau universitaire. Des fois, c'est même le contraire qui fonctionne le mieux. C'est exactement le contraire. Les plus grandes entreprises sont dirigées par des gens qui sont en général des instinctifs. Oui, mais ils ont une intuition forte. Mais, mais ce n'est pas quand même, vous ne pouvez pas massifier ce raisonnement comme vous pouvez l'imaginer. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet-là? Vous avez raison de le citer à juste titre. Vous avez dit aussi qu'il y avait beaucoup de création d'entreprises. C'est vrai aussi, donc il y a une dynamique. Il ne faut pas dire qu'il n'y a que des destructions. Création, vous savez, oui. C'est les créations. Parfois, c'est 2 entreprises, SARL, 10 000 dirhams. Non, mais bien sûr, mais aussi les destructions, c'est la même chose. C'est la même chose. Et la preuve, quand on prend les chiffres de la CNSS, revenons vers là. Vous savez, ce qui nous plombe, c'est l'informel. Toutes les études concourent à quelque chose comme 30% d'informel. Là, ce qu'on a fait, c'est la charte de l'investissement. Un décret arrive avec un budget important. Donc, nous avons plus de 12 milliards de dirhams dans le budget de cette année que nous avons voté pour donner des aides à ces TPME. Je ne suis pas le ministre de la PME, je suis chargé de la TPE, la très petite entreprise. Mais bien sûr, dans le gouvernement, je peux vous en parler en tant que membre du gouvernement. Alors, il va nous rester 7 minutes pour parler de la politique. Allez-y, terminez en 2 mots, je suis en train de vous dire que nous avons préparé un dispositif d'intervention à 2 vitesses. Un qui va intervenir pour aider les investissements des TPME, et c'est la première fois, pour répondre à votre question, avec un budget très important. Et 2, un dispositif qui va aider les TPME dans l'emploi, pour alléger les charges du travail. Quand elles vont recruter, une partie du salaire sera payée par l'État, avec un budget conséquent, et c'est la première fois. Que les personnes, que cette entreprise... Toujours la perfusion de l'État. Non, ce n'est pas une perfusion, c'est un mécanisme, excusez-moi, c'est un mécanisme qui est destiné à des acteurs économiques qui ont besoin d'une ressource humaine qui n'est pas forcément qualifiée pour les besoins en question. Donc il y a toujours une période de qualification. Ces jeunes, quand on leur donne une chance, très bien. Il faut qu'ils passent 6 mois jusqu'à 12 mois, il faut qu'ils se forment. Et pendant ce temps-là, ils ne sont pas forcément rentables pour l'entreprise. C'est pour ça que l'État intervient pour aider, et ce sont les dysfonctionnements du système éducatif et de la formation qui sont réglés de cette façon-là, mais sachant qu'il y a aussi des stratégies dans ce sens-là pour pouvoir rattraper le retard que notre pays a accusé depuis des décennies. Ndouzoul Siessa, si vous voulez bien. Alors, vous avez été directeur exécutif du PAM, dans une dizaine d'années à peu près. Vous êtes ministre PAM. La majorité a maintenant 3 ans. Plus même, 3 ans et demi. Il y a parfois de la friture sur la ligne. On a vu des choses qui sont passées dernièrement. Madame Mansouri ou Monsieur Mehdi Ben Saïd qui parlent du gouvernement du mondial. Séniza Baraka qui parle du chômage. Ça n'a pas dû vous faire énormément plaisir. Puis réunion... je crois il y a 3 jours avec le chef du gouvernement, avec le patron le président du Parlement. Et puis on a dit que il fallait enterrer l'âge de guerre le temps d'arriver à la fin de l'année. Entre la fin de l'année et les prochaines élections, c'est 9 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un gouvernement qui va se disputer, qui va se tirer dans les pattes pendant 9 mois. Qu'est-ce que vous voyez dans ce gouvernement? Comment vous voyez cette majorité? Et comme nous avons encore que 4 ou 5 minutes et que je sens que vous allez beaucoup parler sur ça, je vais vous interrompre au bout de 5 minutes. 1 an avant les élections, il y avait une alliance, PPS, Parti de l'Istiqlal, PAM. 1 an après, le PAM et l'Istiqlal passent avec le RNI, laissent le PPS dans l'opposition. Comment vous voyez les choses évoluer? Je vais répondre autrement. Et clairement, quel est l'état de la majorité aujourd'hui? Avant de parler de majorité, j'ai le plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Vous me recevez en tant que ministre de Sa Majesté. Une personne comme moi, qui a vécu dans une famille normale, la classe moyenne, n'aurait jamais eu cette chance de pouvoir accéder à un poste de responsabilité aussi avancé dans le pays. C'était grâce à quoi? C'était grâce à la pratique de la politique dans un parti politique qui s'appelle le PAM. Donc si j'ai une chose à dire, d'abord un témoignage personnel, et je suppose que les collègues des autres partis politiques peuvent dire la même chose, c'est que grâce à un parti politique comme le mien, j'ai pu aujourd'hui accéder à cette responsabilité. Et en ayant traversé des moments qui ne sont pas simples dans la vie. Donc c'est important
de faire le lien entre l'exercice de la politique dans l'absolu, la représentation et les gens qui viennent du peuple, pour le dire clairement. Monsieur le ministre, vous éludez la question. Je n'élude pas la question. Je suis en train de vous dire que quand on a ce genre de responsabilité, pour laquelle nous avons milité toute une vie, c'est-à-dire le sujet, la cause, on doit s'interdire, quand on est en fonction, de faire un arrêt du moment pour pouvoir s'occuper d'autre chose que ce que veulent nos concitoyens. Ça, c'est un principe de fond important. Le temps aujourd'hui est au travail. Les Marocains posent des questions de fond sur les prix de la viande, sur le coût de la vie, sur l'emploi, à juste titre, sur l'eau. Le gouvernement doit s'engager pour pouvoir apporter des réponses. Et nous n'avons pas de temps à perdre parce que beaucoup de temps a été perdu par d'autres gouvernements. Donc ça, c'est un premier message clair. Maintenant, sur le plan partisan, qu'un parti politique, qu'il soit PAM, ou Stiqlal, ou RNI, ou les partis de l'opposition, se voit comme étant le leader du gouvernement de demain est tout à fait légitime. Qu'il exprime cette volonté, cette vision est très honorable. Pourquoi ? Parce qu'un parti politique est fait pour gouverner. Oui. Il est fait pour aller au pouvoir. Il n'y a pas de mal. Je dis même que c'est honorable. Oui. Je n'ai pas dit qu'il y a pas de mal, j'ai même dit que c'est honorable. Donc pour moi, que les chefs des partis politiques, qui soient les miens, que je soutiens naturellement, ou les autres avec qui j'ai des affinités, parce que nous sommes dans une même équipe. Et n'oublions pas que les Marocains ne pardonneront jamais aux personnes qui auront failli à leur mission. Les Marocains en ont marre de la politique politicienne. D'ailleurs, le résultat des élections de 2021 en est la plus grande preuve. Et donc je pense que notre intelligence collective, doublée d'une lecture de l'histoire, vous savez, dans l'histoire, nous n'avons jamais eu de gouvernement aussi ramassé, avec une majorité aussi ramassée. Parce qu'il y avait toujours des majorités plurielles. Il y avait des gouvernements à 40 ministres, à 39 ministres, à 7 partis politiques. Pour une fois que nous avons 3 partis dans un gouvernement, ayant la modestie et l'humilité, ensemble, de travailler jusqu'au dernier moment. Alors, maintenant, ceci n'empêche pas la compétition. Si vous êtes dans un gouvernement qui réussit, et depuis, ça fait 3/4 d'heure que nous sommes en train d'en parler, 43 minutes exactement parce qu'il en reste 2, c'était une manière de vous dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps, vous parlez d'un gouvernement qui réussit. Très bien. Alors, s'il réussit, on reconduit une équipe qui gagne, et donc pourquoi ne pas faire une alliance électorale avec le RNI en pole position? Pourquoi il y a, comme on dit... Vous évoquez 2 questions. La question du leadership du gouvernement et la question de l'alliance, c'est-à-dire de la majorité. Mais vous n'oubliez pas, je suis sûr, que chaque parti politique a son ADN, que chaque parti politique a ses idéaux, que chaque parti politique veut aussi faire triompher, parce que quand vous êtes dans une coalition gouvernementale, forcément, ce n'est pas la totalité de votre programme que vous appliquez, mais c'est une partie de votre programme. Parce qu'il y a syncrétisme avec ce qui se passe avec les donc, autres. C'est tout à fait naturel. Moi, je dis tout simplement que c'est de bonne guerre, c'est honorable pour notre pays et ça doit réconforter, je dirais, notre paysage politique, parce que ça veut dire que nous avons une démocratie, des partis qui sont en compétition. Maintenant, le plus important, c'est que cette compétition se base sur les résultats, sur les propositions, pour pouvoir élever le débat et aller de l'avant. Je n'ai pas dit que le gouvernement réussissait, j'ai dit que le gouvernement travaillait d'arrache-pied pour pouvoir répondre aux aspirations de nos concitoyens. Et ce sont nos concitoyens qui, en fin de compte, vont apporter leur jugement par le verdict du vote pour lequel nous allons nous incliner, tous et ensemble. Mais je voudrais quand même, chaque jour qui passe, c'est un jour très précieux pour des gens qui sont au fin fond de nos régions rurales, pour des gens qui, comme vous l'avez cité, triment pour pouvoir trouver un travail, pour des gens qui cherchent désespérément une meilleure situation. Vous savez, nous n'avons pas le droit de laisser tomber ces gens-là. Nous devons être responsables jusqu'au bout. C'est un avis que j'assume et je pense qu'il est partagé par l'ensemble de la majorité, y compris par les chefs de la majorité. Younous Kouli, vous êtes ministre de l'Inclusion économique, de la
TPE, comme vous m'avez dit, de l'emploi et des compétences. C'était un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Très bientôt, à la semaine prochaine. Merci à vous.